Midi et demi, bienvenue dans Startup, le rendez-vous hebdomadaire des entrepreneurs. Nous sommes en direct sur Décideur TV et Madines. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions via le chat à côté de cette vidéo. Et je rappelle également notre grand jeu concours. Si vous posez une question en étant connecté à votre compte Décideur TV, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort lors de l'émission de la fin du mois prochain pour gagner le téléphone des décideurs offert par notre partenaire Invoxia. La persévérance est une, si ce n'est la qualité essentielle d'un entrepreneur qui se lance. Les raisons de se décourager jalonnent en effet la vie du créateur d'entreprise. On va voir aujourd'hui avec deux entrepreneurs dont la start-up a frôlé le précipice, ce que veut dire s'accrocher, parfois même seul contre tous. Et n'oublions pas cette fameuse phrase de Václav Havel, « Les luttes que l'on perd, ce sont celles que l'on abandonne ». Sébastien Forest, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé en 1998 Allo Resto, le premier portail de restauration à domicile. Vous référencez plus de 2170 restaurants. Enfin, vous référencez 2170, exactement. Et vous livrez plus de 220 000 clients à l'année. 23 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. En 2012, ça fait 4,2 millions de repas qui ont été commandés sur alloresto.fr. Voilà, et pour un résultat de 400 000 euros. Mais on verra qu'avant d'en arriver là, vous avez failli déposer le bilan avec l'explosion de la bulle Internet. On va en reparler. Sur ce plateau également, Yoram Moyal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Buzzcard, société créée il y a 3 ans et qui fait des cartes de visite 2.0. Vous pouvez peut-être la montrer à la caméra. A priori, une carte normale, si ce n'est qu'elle contient un code qu'on appelle Forever. Voilà, donc c'est une carte qui permet d'être virtuelle et d'être atemporelle au final. Alors, c'est malheureusement ce qu'on a dit au début et les gens se sont arrêtés à cela alors que la puissance du concept va bien au-delà. On va peut-être faire un petit mot juste avant de commencer cette émission sur les assises de l'entrepreneuriat qui ont eu lieu hier, une journée historique peut-être pour les entrepreneurs. Un petit mot juste pour commencer sur les décisions qui ont été prises et qu'est-ce qui vous vient en tête, Sébastien? C'est une très bonne nouvelle, une bonne direction de prise, c'est assez rassurant. Ouais. C'est assez rassurant. Voilà, après, il faut voir concrètement dans quelle mesure ces différentes annonces vont pouvoir se matérialiser, mais effectivement, sur le papier, c'est sympa. Je pense que c'est plus que sympa, je pense que c'est assez historique qu'un président reconnaisse, enfin tout politique, encore plus un président reconnaisse qu'il a fait une erreur et qu'il cherche à la corriger. Et je pense que le travail formidable qui a été fait par tous les entrepreneurs qui participaient aux assises, finalement porte ses fruits parce qu'il y a énormément de mesures qui ont été prises et qui sont exactement celles qui ont été recommandées. Alors Sébastien, on va commencer sur le thème de notre émission. Donc j'ai dit que vous avez créé Allo Resto à 24 ans, vous étiez encore étudiant à l'époque. Vous galériez pourtant un restaurant dans votre fac à Tours. Et vous avez créé donc Allo Resto. Et finalement, ça a commencé à marcher, vous êtes passé de 3 personnes à 25. Et puis là, patatras, tout s'est effondré avec la bulle Internet. Racontez-nous un peu ce passage difficile. J'ai donc créé Allo Resto en 98, à l'occasion de la Coupe du Monde de foot, la vraie, la vraie, celle qu'on a gagnée. Pas le copie, aucun on est droit depuis. Mais donc je lance Allo Resto en 98 à l'occasion de la Coupe du Monde. Et très vite, il y a un succès en termes de commandes. Vraiment, on connaît assez vite une croissance du chiffre d'affaires. Donc on rentre dans cette logique de start-up et on se dit, bon bah voilà, à l'instar de bon nombre d'autres petits camarades, on va lever des fonds, chose qu'on fait fin 99. 1,5 million d'euros. Voilà, on lève 1,5 million d'euros, effectivement. Donc une période là très dynamique, on recrute. L'idée c'est vraiment de structurer la société et m'entourer de compétences, puisque moi j'étais étudiant à l'époque. Donc l'idée vraiment de m'entourer de compétences et d'arriver à structurer la société. Donc c'est ce à quoi sont destinés les fonds. Et puis 3 ou 4 mois après cette levée de fonds, il y a un premier indicateur qui est pas très bon pour l'univers des startups, c'est la disparition de Boo.com. Alors, je ne sais pas si tout le monde ça évoque encore beaucoup de choses, mais Boo.com, c'était une boîte internet qui vendait du sportswear en ligne et dans lesquels les investisseurs les plus renommés, par exemple Bernard Arnault et la famille Agnelli, avaient investi et voilà, ils ont laissé tomber. Donc c'est la faillite de Boo.com, c'est la première société qui fait faillite. Et donc à partir de là, la bulle Internet commence à souffrir très fortement. Nous, on arrive quand même une fois ou deux à relever des fonds. D'ailleurs,
j'ai appris à cette époque-là qu'un investisseur, même si les premiers résultats ne sont pas super encourageants ou tels qu'il avait cru les percevoir dans son business plan, investit souvent une deuxième fois. Voilà. Donc si on a réussi à l'avoir une fois, il participe souvent au deuxième tour de table. Et malgré tout cela, en 2002, on se retrouve dans une situation extrêmement précaire. On est obligé de licencier près d'une trentaine de personnes. Donc, on n'est plus que 3 personnes, mais on n'est toujours pas rentable. Et là, vous passez au bord du gouffre. C'est pas au bord du gouffre. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes me dit, voilà, Sébastien, il faut déposer le bilan, il faut y aller la semaine prochaine. Et je savais que, compte tenu de notre situation qui était très nettement déficitaire, malgré les nombreux licenciements, c'était fini. Ouais. Et donc là, vous décidez de prendre une décision qui peut paraître logique maintenant avec du recul, mais bon, à l'époque, c'était un peu précurseur, de sonder les avis des internautes et d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'avant de se réengager véritablement et de se dire, bon, allez, on est aux portes du dépôt de bilan, on va aller quand même réinvestir on va vraiment racler une dernière fois tous les fonds de tiroir, aller demander à la famille et tout. On s'interroge sur est-ce qu'il y a une vraie pertinence à continuer. Et nous, l'état des lieux était le suivant, c'est qu'on avait une techno qui tournait, on avait un réseau de restaurateurs qui nous faisait confiance et on avait des clients, certes qui n'étaient pas assez nombreux, mais qui appréciaient le service et qui étaient assez fidèles, donc qui recommandaient sur alloresto.fr. Donc, on s'est dit, voilà, ces clients-là, aujourd'hui, si on arrive à les faire commander 2 fois plus souvent, on aura atteint l'équilibre. Donc, on s'est dit, on a un challenge, c'est arriver à faire commander ses clients 2 fois plus. À l'époque, ils commandaient 1 fois tous les 3 mois. Le challenge, c'était d'arriver à les faire commander 1 fois tous les mois et demi, ce qui n'était pas non plus bouleverser leur mode de vie. Et donc voilà sur quoi on est parti. La société est devenue rentable à partir de 2004 et n'a cessé de l'être depuis. Exactement. Yoram, alors vous avez un parcours totalement différent, c'est-à-dire que vous avez fait d'abord 7 ans de conseil en innovation avant dans un cabinet puis chez Orange puis à votre compte. Et après vous avez décidé de créer une boîte. Alors vous n'êtes pas passé au bord du gouffre au sens déposer le bilan, mais vous avez quand même mis 3 ans avant 3 ans sur une première boîte où tout le monde croyait qu'on était devenu millionnaire parce que le jeu qu'on avait créé, qui était une espèce de combinaison entre Letric, stars, ça s'appelle. Letric, une combinaison entre Tetris et le Scrabble, faisait un petit carton, mais sur Nintendo DS, il s'est tellement fait pirater 500 000 fois que finalement on a eu du mal à en vendre. Et puis il y a une deuxième histoire sur iPhone où ça a été aussi un petit carton, mais vu le prix et vu ce que les développements nous avaient coûté, finalement on n'avait pas pu tirer notre épingle du jeu. Et donc 3 ans, et effectivement quand on sort du conseil et qu'on gagne très bien sa vie et qu'on n'a pas à se plaindre et qu'on arrive à facturer 20-25 000 euros par mois pendant plusieurs mois, voire quelques années, prendre ce genre de décision, ça paraît bizarre. Et si après 3 ans qu'on se rend compte qu'on n'a pas gagné 1 euro, on recommence en disant non, là il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, j'ai fait gagner des millions d'euros sur mes activités précédentes, est-ce que tout seul je me suis planté une première fois, est-ce que je vais encore me planter? Non, je refuse d'y croire. C'est la vraie persévérance de l'entrepreneur qu'on va là pour la peine, c'était un rêve. C'est comme maintenant dans Buzzcard, ça fait 3 ans qu'on a lancé, qu'on a bossé comme des fous furieux. Et vous récoltez enfin les fruits de ces efforts. Et c'est maintenant qu'on récolte les fruits et il faut semer des milliers de graines et on ne sait pas laquelle va pousser. Mais l'ambition, c'est toujours la même. C'était de vouloir changer le monde et de dire j'ai mis 80% de mon tapis sur cette partie, je suis obligé d'attendre de voir la dernière carte. Je ne peux plus abandonner. Et pourtant, famille, amis, proches, mais tu es fou, mais c'est ridicule, mais retourne dans le conseil. Question de Capu qui demande qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il fallait continuer? Sébastien. Pareil, à un moment donné, est-ce qu'on dit pas, il faut partir sur une autre activité, ça ne marchera pas? Si, mais justement, c'est cet état des lieux qu'on a pris le temps de faire et de se dire, voilà, quel est le contexte aujourd'hui propre à Alloresto? C'est de se dire, on a une techno qui tourne, on a un réseau de restaurateurs qui font la livraison et qui apprécient travailler avec Alloresto, et on a des clients qui font confiance. Alors certes, ils ne sont pas assez nombreux, ils ne commandent pas assez souvent, mais donc on a considéré qu'on avait quand même énormément de bases solides. En fait, voilà, un triptyque. Ça constituait un triptyque vertueux. Toujours une question pour vous. Bat nous demande, vous auriez recréé une boîte si vous aviez fait faillite? Vous n'avez travaillé que pour Alloresto dans toute votre vie? Oui, en fait, j'ai été étudiant et puis après, j'ai créé Alloresto. Moi, je pense, parce qu'en fait, la première fois que j'ai voulu créer une boîte, c'était au retour d'un voyage scolaire en Angleterre. Je devais avoir 12 ou 13 ans.
Et en fait, j'avais découvert là-bas le Daim, donc qui s'appelle le Daim en France, D-A-I-M, cette petite barre chocolatée à la nougatine. Et j'avais eu envie, en fait, ça n'existait pas en France, et j'en avais dévoré des quantités astronomiques en Angleterre. Et je m'étais dit, mais il faut absolument que j'écrive à la boîte pour voir si je peux importer ça. Et donc, je m'étais rapproché de mon parrain qui était importateur de produits. Bon, ils avaient dû considérer qu'à 13 ans, j'étais peut-être un peu jeune pour ça. Mais donc oui, je pense que j'aurais remonté une boîte. Question pour Yoram. Quel est le soutien de ses proches, justement? On en parle. C'est vrai qu'il faut… Voilà, on est parfois seul contre tous. Disons que sur les 3 premières années, tout le monde est à fond. Surtout quand on a des super retombées, quand les gens jouent, quand ils trouvent ça fantastique. Sachant, je rappelle que vous avez créé aussi Buzzcard avec votre frère dans l'aventure. Et c'est le premier conseil que je donnerais, c'est de jamais rien entreprendre seul. On se sent tellement seul quand on entreprend que si en plus on n'a pas d'associé pour être challengé, pour se disputer, pour avancer, pour construire un raisonnement, c'est très très compliqué. On se sent vraiment très seul et la première chose qui m'a fait tenir à la limite, c'est de plus être seul. Ouais. La chose la plus importante qui m'a fait tenir, pour répondre à la question de l'internaute, ce sont les clients. C'est le retour client, c'est le retour les clients positif. Qui sont complètement fans et qui d'eux-mêmes nous envoient des mails en disant mais c'est génial, mais c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on croyait acheter et vous devriez le hurler sur tous les toits. Ça rassure. On se dit qu'on n'est pas fou. De OSS 117 qui nous demande est-ce que vous le referiez pareil si c'était à recommencer? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Je prendrais. Vous avez fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Non, je prendrais beaucoup moins de risques. C'est-à-dire, j'aurais perduré peut-être 2-3 ans dans le conseil pour me mettre vraiment à l'abri et pouvoir acheter un appartement et le payer, etc. Pour entreprendre de manière un peu plus relaxe. Je veux dire, avoir tellement peur du lendemain, ça devient insupportable à un moment donné. Alors, Olivier nous demande, votre idée, vous l'avez créée ou copiée comme Price Minister qui est à la base un modèle US? Alors en fait, moi, c'est né d'une expérience que j'ai vécue en tant que consommateur. Et ma première idée, ça a été de me dire, tiens, je vais la développer aux États-Unis. Et en fait, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce qui existait, il y avait déjà des services équivalents qui existaient aux États-Unis. Et donc, je l'ai lancé. Mais à l'origine, l'idée, je l'ai. Joachim demande, combien de temps sans s'inquiéter entre rentabilité et lancement selon vous? Sans s'inquiéter? Oui, parce que là, vous êtes 98-2004. Ouais, moi j'ai eu 6 ans, donc je pense pas être vraiment le bon modèle à suivre. Est-ce qu'on s'inquiète d'ailleurs pendant ces 6 ans? Il y a forcément, on se dit, quand on regarde le bilan à la fin de l'année, on se dit quand même… au bout de 6 ans, oui, c'est pas une logique qu'il faut chercher. Normalement, il faut aller chercher la rentabilité au bout de 2 ans, 3 ans. Mais c'est le… généralement, c'est 2-3 ans, c'est ça? En fait, ça dépend du moment où on considère que notre produit est prêt à être commercialisé. En ayant challengé, en ayant fait des tests, etc. Nous, on a mis quand même plus d'1 an et demi à façonner, à construire quelque chose qui nous semblait parfait et on n'a pas arrêté de tirer la pelote de laine avec beaucoup de services inédits depuis. Donc finalement, quand on met son produit sur le marché, qu'on a des premiers clients, je pense qu'il faut au moins attendre 1 an encore. Mais il ne faut pas imaginer qu'on peut lancer un produit qui considère être fini avant 1 an, 1 an et demi. Alors c'est ça, la grande question, le grand paradoxe, en fait, un des paradoxes de l'entrepreneuriat, c'est ça, la différence entre persévérance et obstination. Jusqu'où vous mettez le curseur de votre… C'est difficile. Moi, pour le moment, j'ai qu'une expérience, c'est celle d'Aloresto et ça se passe bien. J'ai persévéré et j'ai pas à m'en mordre les doigts. Maintenant, c'est évident qu'il y a quantité d'entrepreneurs qui font fausse route et qui ont peut-être hypothéqué leurs biens pour pouvoir rebénéficier d'une somme d'argent parce que c'était la dernière solution et pour lesquels ça n'a pas marché. Donc, c'est vrai que c'est assez ténu. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on prend la décision, il faut laisser de côté l'amour-propre, il faut laisser de côté, il faut arriver à être très… le plus objectif possible et le plus froid possible dans l'analyse de la situation. C'est extraordinairement complexe, mais c'est ce vers quoi il faut… C'est pour ça qu'il faut s'entourer. Est-ce qu'il faut en parler à ses proches parce qu'il y a beaucoup… Évidemment. Parce qu'ils ont quand même dit de ne pas le faire. Moi, je saoule ma femme, je saoule ma famille tous les jours et elle ne veut pas en entendre parler, elle n'en peut plus. Mais c'est normal, on a besoin de trouver un miroir, on a besoin ne serait-ce que de se faire parler. Vous voyez, on a plein de choses en tête, mais c'est peut-être un peu brouillon. Et le fait de juste raconter et que l'autre soit juste une oreille plus ou moins active, fait qu'on sort ce qu'on n'arrivait pas à donner de manière très précise.
Et donc du coup, on sait ce qu'on pense, ce qui est assez rare, mais on a besoin d'être entouré. Ce que dit Yoram est très important, c'est effectivement, il ne faut pas hésiter à en parler. Ce que je disais, il faut laisser l'amour-propre de côté et à ses amis, à sa famille et tout, parler de ses échecs. Déjà, c'est commencer à les digérer et à en tirer des enseignements. Et dans les conversations, effectivement, on arrive à relativiser et il y a souvent des idées qui ressortent, qui émanent de Il y a un internaute justement qui nous pose cette question. Est-ce que l'échec est bien perçu en France? Comment est-ce que vous avez le regard de vos proches justement quand vous disiez que c'était pas très facile? Est-ce que vous sentiez que ça fuyait un petit peu le regard? Bien sûr, évidemment, c'est compliqué. C'est pauvre vieux. Il y a bien un jour où tu vas te réveiller et te dire que c'est pas pour toi, ou tu as tout fait, tu brasses et au final, retourne dans ce que tu sais faire. Donc évidemment qu'on sent bien que les personnes sont de plus en plus attristées chaque année en disant « Alors, toujours pas? Non ?» Évidemment que c'est compliqué, mais c'est aussi ce qui fait tenir. C'est aussi ce qui fait tenir. C'est qu'on a envie de réussir, on se dit voilà, j'avais réussi. On doit mettre son amour-propre de côté pour ce qui est des décisions à prendre sur le business. Mais c'est bien évidemment l'amour-propre qui fait qu'on tient. C'est le moteur après, c'est ce qui prend le relais. C'est qu'une fois que vous avez analysé votre situation et que vous en arrivez à la conclusion froide et réfléchi que ça fait du sens de continuer, là c'est à ce moment-là que vous vous servez de votre amour-propre comme d'un moteur, comme l'essence en fait qui va vous permettre d'avancer et vous donner la force tous les matins de retourner au combat, parce qu'on est vraiment dans une situation de combat. Il faut arriver à imposer et donc à démontrer aux autres que oui, vous aviez raison. Et finalement c'est ça. C'est quoi un entrepreneur? C'est pas quelqu'un qui veut faire de l'argent. C'est pas quelqu'un qui veut être seul, qui veut pas avoir de patron. Quoique peut-être que… Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de prouver qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Et la reconnaissance, c'est le chiffre d'affaires. Donc c'est ça, c'est un moteur formidable. On déplace des montagnes à vouloir prouver des choses. Mais c'est vrai que sur Alloresto, nous on a la chance d'être dans une phase absolument incroyable en termes de croissance. Mais ce ne sont pas tellement les chiffres, les choses comme ça, c'est vraiment… Chaque jour, je me dis, il y a de plus en plus de gens auxquels cette idée de 98, elle rend un vrai service. C'est un truc concret et ça se matérialise comment? Les gens commandent de plus en plus de la restauration livrée sur alloresto.fr. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est vraiment là que se trouve la réponse à mon engagement sans limite pendant des années. Marc nous demande, n'y a-t-il pas un moment où il faut savoir abandonner ou changer de business model? C'est ce qu'on a parlé, on a fait une émission d'ailleurs sur le pivot. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à pivoter, à changer radicalement les choses? Oui, en tout cas, en ce qui nous concerne, on s'est rendu compte qu'il y avait… Ce que disait Sébastien est entièrement juste. Si on ne se pose pas la question « what is the pain, what is the gain », on oublie tout. C'est-à-dire le point, c'est est-ce qu'on rapporte une solution à un problème existant. Donc on apportait une solution a priori au démarrage à toutes les personnes qui commandent des cartes de visite sur Internet en disant elles peuvent faire beaucoup plus parce que vous pourrez mettre à jour le contenu qu'il y a derrière le code. Mais la vraie question, ce n'est pas celle-ci. La vraie question, c'est les entreprises qui ont 10, 100, 2000 collaborateurs et qui un jour voient leurs collaborateurs partir. Alors que pendant 8 ans, un collaborateur a donné ses cartes de visite avec l'entreprise Danone et je fais tel job. Mais le jour où lui s'en va, si toutes les cartes dans la nature peuvent pointer non plus sur lui parce que l'abonnement a été coupé, mais vers la carte online de son successeur, imaginez le bénéfice pour l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Oui, donc ce n'est pas véritablement un pivot, mais on se dit au fil de l'eau qu'il y a peut-être des bénéfices qu'on apporte à des problèmes qu'on n'avait pas vraiment identifiés. Est-ce que vous dites maintenant que vous êtes à l'abri? Je pense que ça serait le plus grand des dangers. Je pense que vous n'avez pas oublié d'où vous venez, entre guillemets, toutes les difficultés. Ça forge? Ouais, ça forge. Alors après, on n'est jamais à l'abri de ça, mais il y a une règle que j'ai inculquée à tout le monde, tous les employés, tous les salariés d'Alloresto, tous les collaborateurs, c'est de se dire tous les matins, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour satisfaire mon client. Et partant de là, je pense que si on se pose cette question-là tous les matins, on ne se considère jamais à l'abri parce qu'on est dans un monde qui évolue et tout va très vite. Et aujourd'hui, une réputation sur les réseaux sociaux, elle peut voler en éclats en quelques heures. Donc se croire arriver, je pense que c'est le plus gros des dangers. Alors nous, on n'est pas du tout à l'abri puisqu'on commence seulement à sortir la tête de l'eau. Donc on a des formidables commandes et des ministères et d'autres grands groupes qui se réveillent et qui disent « bon sang, mais c'est bien sûr, c'est une évidence. En plus, vous permettez des économies de coûts, donc ça tombe bien. » Donc là, on démarre juste. On devrait commencer à se payer le mois prochain. C'est dire à quel point on n'est pas à l'abri. Comment faire comprendre à sa famille que gagner de l'argent avec sa start-up prend du temps? Barnabé vous demande.
Alors moi, pardon, vas-y. Excuse-moi, Ira. Je suis assez mal placé pour répondre à cette question, dans la mesure où, lorsque j'ai lancé en 98, bon, certains diront que c'était suicidaire de se lancer, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, je suis parti du principe que j'avais absolument rien à perdre parce que justement à cette époque-là, j'étais pas en couple, j'avais pas d'enfant, donc je ne mettais rien en péril. Voilà. Est-ce que vous avez demandé de l'argent à votre famille? Un internaute nous demande aussi. Surtout pas. Surtout pas? Surtout pas. On a besoin d'eux pour être soutenus moralement. Si en plus c'est leur argent qui est en cause, c'est une catastrophe. Ouais, sur les épaules, ça fait trop lourd à porter. Attendez, on regarde plus ses parents, ses cousins, ses beaux-frères de la même manière. Non, non, surtout pas, surtout pas. Bat nous demande, est-ce que vous comptez revendre? Alors je pense que c'est Sébastien. Ça fait partie. Est-ce que vous avez d'autres idées aussi, des possibilités? Alors, d'autres envies de création peut-être? Aujourd'hui, j'évite de me disperser comme ça parce que je me dis que si je commençais à penser à ce genre de choses, je serais moins focalisé sur ce qu'est le métier véritablement aujourd'hui d'Aloresto. Et ma priorité, c'est vraiment à chaque fois d'arriver à imaginer des nouveaux services qui vont faciliter toujours et encore l'utilisation d'Aloresto et simplifier la vie de ses utilisateurs. Mais aujourd'hui, je me projette encore assez peu dans l'avenir à essayer de créer autre chose. Ça n'est pas pour revendre qu'on crée. On crée pour dire à tout le monde qu'on a raison. On crée pour changer les choses, pour apporter un service. Mais voilà, pour se dire on existe. C'est pour ça qu'on crée. Et c'est pour avoir cette liberté d'entreprendre et de continuer à créer des choses. Mais c'est fantastique cette aventure. Avez-vous créé une demande ou répondu à une demande latente? Ça, c'est exactement la bonne question. Alors, pour moi, il n'y a que des demandes latentes. On ne crée pas la demande. On ne crée jamais la demande. On appelle ça, la seule chose que j'ai appris en école de commerce, c'était une bonne école, c'est le consumer insight. C'est ce que les personnes ont là, mais ne savent pas véritablement expliciter. Et quand ils voient la pub à la télé, c'est bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il me faut. Bah, c'est ça. Les bonnes questions, c'est quels sont les vrais problèmes auxquels les personnes n'ont pas forcément identifiés tels quels. Et du coup, quelle solution est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'il y a un moment donné où quand même vous vous êtes dit, je vais baisser les bras, là, il y a des coups de mou, ça arrive forcément, vous n'êtes pas des surhommes. Est-ce que vraiment il y a des moments qui vous marquent et qui vous ont… Ah oui, moi ça m'est arrivé. Vous auriez pu tout lâcher et si quelqu'un n'était pas intervenu. 2001, 2002, c'était une période très dure. Il y a un moment où, faut se remettre un petit peu dans le contexte, mais il y avait des investisseurs qui avaient injecté beaucoup d'argent dans des sociétés comme Aloresto, mais dans plein d'autres, et qui réalisaient qu'ils allaient tout perdre. Et en fait, à un moment dans la vie d'Aloresto, en 2002, je passe plus de 60% de mon temps à gérer des conflits entre actionnaires, entre investisseurs. Chose qui n'est pas du tout ce pourquoi j'avais créé une boîte et j'avais imaginé un service. Donc vraiment, j'étais tellement éloigné de ce pourquoi j'avais créé Aloresto que vraiment j'avais une forme de découragement. J'avais une forme de découragement et elle se manifestait comme ça, voilà, par ce ras-le-bol à un moment de se dire bon attends. Et en plus, quand les résultats ne sont pas là, c'est vrai que ça fait beaucoup de… Je rebondis justement, un internaute nous demande, c'est quoi votre recette quand vous en avez vraiment marre? C'est une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs, je pense. C'est quoi votre… On regarde ses enfants. Ouais, quand on en a, Quand on en a, oui. Quand on n'en a pas, on regarde ses proches. Sinon, il faut attendre 9 mois. Non, c'est le regard des enfants qui change tout. Ouais. Je sais pas, moi, mon fils qui vient me voir en disant c'est toi les cartes, ça change absolument tout. J'ai vraiment envie de cartonner juste pour lui. Alors, il y a beaucoup d'internautes qui rebondissent sur cette question. Comment vous faites pour sortir le nez du gouffre? On ne sort jamais le nez du guidon. Arrêtons de rêver, les vacances n'existent pas. On ne sort jamais la tête du guidon. On y pense tout le temps. Et malheureusement, c'est compliqué pour les personnes qui vivent à côté de nous, mais on y pense tout le temps. On est complètement monomaniaque. Le nombre de fois où mon épouse me dit t'es là, t'es avec nous, et même si vous êtes en week-end, machin. C'est Pierre Lescure qui disait que voilà, quand on est chef d'entreprise, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et parce que c'est comme ça. Et le moindre truc, le moindre détail de la vie de tous les jours vous ramène. Alors, je sais pas, ça peut être complètement anodin, mais tout d'un coup, attends, mais tiens, il y a peut-être une idée là. Mais parce que voilà, on fait ça parce qu'on est passionné et on est amoureux de son produit parce que on sait qu'il peut apporter quelque chose et on veut toujours le faire. Vous répondez à une question que j'allais vous poser justement, elle vient d'où la motivation? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur tient alors que voilà, rien ne le…
aucun signal ne le pousse à continuer. S'il n'y a aucun signal, ça devient de l'obstination. Ouais. Là, on passe dans le mauvais côté. Ouais. Et l'entêtement, évidemment, on voit quelqu'un en train de mourir, il faut lui dire que c'est ridicule. Mais la persévérance, c'est pas ça. S'il y a zéro signal, il faut s'inquiéter. Les bonnes idées, il y en a des centaines, il y en a des milliers, mais c'est dans l'exécution que tout se joue. Ouais. Et si on n'est pas capable de bien exécuter avec très peu de moyens, parce qu'il faut prouver à des investisseurs potentiels qu'on a réussi à déplacer des montagnes déjà tout seul, et qu'avec du cash, on fera 10 fois mieux, du coup, c'est compliqué. Vous avez une anecdote notamment avec Laurence Parisot. Racontez-nous peut-être. Laurence Parisot. Là, pour le coup, c'est de... C'est de la persévérance. C'est de la persévérance, là. Je ne sais pas ce que dirait son DIRCAB, je pense qu'il en a eu marre un petit moment, mais là 8 aussi, mois, c'est ça, pour la contacter? 8 mois, et il paraît que c'est pas si long que ça. Ouais. Il paraît que c'est pas si long que ça. Mais au final, ça s'est fait sur Twitter. C'est-à-dire, on a réussi à lui voler 5 minutes lors de l'université d'été de 2011. À la fin, on lui vole 5 minutes, on lui explique le concept, elle trouve ça brillant, puisqu'elle pense tout de suite, vu qu'elle a 2 assistantes, elle pense tout de suite, mais attendez, vous allez changer la vie des assistantes qui passent leur temps à saisir les cartes et surtout à savoir si les personnes sont toujours à leur poste et qui les a remplacées. Elle dit, c'est génial. Si ce n'est que c'est difficile de rebondir là-dessus. Et on a eu le même cas à l'université d'été suivante, une ministre qui vient nous dire, c'est fantastique, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc on a des petites réussites, mais si on ne les transforme pas, on ne transforme pas l'essai. C'est comme si on n'avait pas marqué. Et donc rencontrer Laurence Parisot, on passe par son DIRCAB, qui nous reçoit, qu'on relance, mais qu'on n'ose pas trop relancer, on est toujours sur un fil. Persévérance, ça peut aussi être de l'entêtement perçu par les personnes que l'on approche. Et à un moment donné, c'est bon, tu nous as saoulés. Et donc c'est toute la difficulté, on est vraiment des funambules. Et oui, au bout de 8 mois, alors là, on a quand même affaire à une personne formidable qui, certes, pour beaucoup, ne s'est jamais occupée des PME, mais dans notre cas, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. On la rencontre dans son bureau. Dans son bureau, on détaille l'intérêt pour une boîte qui voit des personnes bouger. Et dans la seconde, elle dit OK, elle ouvre la porte et elle dit à ses assistantes, pour tous les membres permanents du MEDEF, je veux que les cartes de visite soient achetées chez Boscard. Et on ne lui avait même pas donné les prix. Je suppose que vous n'allez pas augmenter vos prix par rapport à ce que vous diffusez. Voilà, c'est bon pour moi. Donc, voilà, au bout de 8 mois, il a fallu… mais bon, 8 mois, et encore, il faut après derrière que les personnes qui soient équipées, qu'on leur apprenne à bien l'utiliser. Parce que comme beaucoup de journalistes, comme les journalistes de Décideur TV, ils n'utilisent pas bien leur Boscard. Donc il y a un vrai travail de pédagogie. On a tout fait à l'envers, c'est simple. La question qu'on nous a posée tout à l'heure, est-ce que vous refiez pareil? Mais non, on ne peut pas refaire pareil. On apprend de ses erreurs, et on fait des erreurs tous les jours. Évidemment qu'on est beaucoup plus riche. Il y a une citation, j'ai promis à un ami de la sortir, il a sorti sur Facebook il n'y a pas longtemps. Thomas Edison. Non, je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 manières de ne pas le faire. Belle conclusion. Dernière petite question, Flore, combien avez-vous d'investisseurs actionnaires? Est-ce une des raisons de votre passage près du gouffre? Est-ce que les actionnaires mettent un peu la pression et font un peu déraper parfois? Non, en fait, je pense que dans le cas d'Alloresto.fr, ça a vraiment été la période qui était extrêmement compliquée, au cours de laquelle tout le monde s'est emballé. Et lorsqu'on sortait des business plans un peu ahurissants, tout le monde le regardait en disant oui, bon, c'est un peu agressif, mais pourquoi pas, et puis voilà. Ouais. Donc, c'est pas lié à la relation avec les actionnaires. C'est vrai qu'il y a différents types d'actionnaires. Il y a ceux qui sont très, comment dire, je vais pas trouver le mot. Intrusifs. Ouais, très intrusifs, très investis, et puis d'autres qui laissent beaucoup plus le champ libre à l'entrepreneur. Bon, après, c'est une histoire de rencontre aussi, c'est une histoire d'homme, mais voilà, les difficultés d'Alloresto, elles sont pas liées aux investisseurs. Yoram, un dernier mot aussi, vous cherchez des fonds, vous, d'après ce qu'on a pu comprendre? On cherche des fonds parce qu'il est temps de passer la seconde. On a tout fait tout seul, mais maintenant on peut vraiment casser la baraque et devenir un vrai standard. Pour ça, on a besoin et de recruter et de communiquer. Même si grâce à des émissions comme ça, on communique. Mais ce n'était pas le but de faire de la promotion, c'est surtout d'avoir votre retour d'expérience. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de l'avoir suivi et d'avoir posé toutes vos questions. Pas de start-up la semaine prochaine, c'est le 8 mai, on se repose. Rendez-vous donc mercredi dans 15 jours pour une nouvelle émission consacrée aux thématiques qui nous passionnent sur l'entrepreneuriat. Bon appétit, bonne journée et à dans 15 jours.